riche de ses talents et de ses compétences. Bonsoir tout le monde. C'est un réel plaisir pour nous d'organiser cette première conférence à Bobo. Plusieurs fois, nous avons été interpellés pour que Bobo ait sa conférence. Le bureau, avec à sa tête Lionel Bilgo, on a réfléchi. On a pris du temps pour réfléchir et suite aussi au sondage qu'on a fait, on s'est rendu compte qu'effectivement Bobo attendait le docteur Ly. En tout cas, pour ma part, je voudrais vous remercier pour cet accueil parce que vous êtes massivement sortis pour écouter ce qu'il a à nous dire ce soir-là. Sans tarder, je vais passer en tout cas la parole au président d'African Golden pour vous présenter en tout cas, notre association qui, depuis maintenant 10 éditions, organise des conférences à l'intention des jeunes pour redonner l'énergie nécessaire à la jeunesse pour relever les défis qui sont les leurs pour le moment. En tout cas, Lionel Bilgo, je te donne la parole pour introduire cette conférence. Merci Bobo Dioulasso, merci de nous recevoir chez vous, chez nous, parce que nous sommes tous burkinabés autant que nous sommes. Et donc on est sur la terre du pays des hommes intègres pour célébrer aujourd'hui la 11e conférence de l'association African Golden. African Golden est une association qui a été bâtie et fondée par 5 personnes, Bintou Diallo, Thierry Milogo, Lionel Bilgo, Saré Issoufou, Eric Zongo, autour d'une question fondamentale, la question de la ressource humaine africaine. Tout le monde parle de l'Afrique, tout le monde parle de l'Afrique. C'est une richesse, la forêt, le manganèse, le diamant, l'or, mais on oublie que l'Afrique est une terre où il y a des hommes et des femmes. Et nous, ce qu'on veut faire valoir, c'est qu'on a des hommes et des femmes de talent, on a des hommes et des femmes d'intelligence inouïe, des Africains dignes de ce nom pour porter ce continent au firmament. Et donc c'est pour cela qu'on a décidé de travailler sur sa ressource humaine. Et travailler sur la ressource humaine, c'est partager ensemble notre savoir, recevoir et donner à travers ces conférences-là. Ça fait la 11e conférence et c'est pour ça que nos conférences sont gratuites. Quel que soit le montant que ça va nous coûter, l'entrée restera toujours libre. Parce que pour nous, le savoir ne se vend pas, ça se partage. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui à Bobo Dioulasso. Et je pense que nous allons encore revenir à chaque fois que besoin en est pour partager avec vous ce que nous avons de plus précieux, ce que nos aînés, nos papas ont vécu comme expérience, ce qu'ils ont vécu comme sagesse, comme savoir et ce qu'ils veulent transmettre. J'aime souvent dire, parlons peu, mais parlons bien. Je vais laisser la parole au modérateur parce que nous sommes tous ici présents ce soir pour écouter le docteur Ly. Merci d'être venus nombreux, merci de vous être déplacés, merci pour l'honneur et l'attention que vous nous accordez. Sachez-le, nous sommes très émus. Merci beaucoup. Merci donc à Lionel pour cette introduction. La vie est une grande école et l'école de la vie n'épargne personne. La vie est une école de croissance et cette croissance est favorable à celui qui est attentif aux signes. Nous recevons donc pour la 11e communication le docteur Ly Boubacar, qui n'est plus à présenter, mais cette 11e conférence a pour thème « Jeunesse, quelle responsabilité pour un devenir rêvé ?» Alors, docteur Boubacar Ly, qui il est? Bon, peut-être pour moi, je vais dire, parce qu'il est venu, quand il est arrivé à Bobo, il allait tout de suite faire allégeance avant de venir au Bobo, avant de venir. Moi, je vais dire, bon, docteur Ly, c'est un esclave de Bobo. Parce qu'il allait faire allégeance. Lui-même, il est là, il ne peut pas contester. Donc, voilà. Mais réellement, qui il est, je pense que le docteur Ly n'est plus à présenter. Hein. Plusieurs fois, les gens ont suivi ses conférences. Alors, docteur vétérinaire, éleveur, botaniste, il a été aussi dans la politique, il a fait la politique. Il a créé l'école de la sagesse. Il a créé également le musée des identités. Ce musée a été créé le 20 juillet 2019. Docteur Ly, c'est un concentré de savoir qu'il faut que la jeunesse aujourd'hui apprend à découvrir, apprend à mettre en œuvre. Docteur Ly, on ne peut plus le présenter parce que normalement, pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il a été,
ou pour ce qu'il est. C'est la légende vivante qui, aujourd'hui, peut nous aider en tant que jeunes à comprendre pourquoi la jeunesse ne doit pas rester endormie. Alors, il est là pour lancer la jeunesse. Je ne vais pas m'étendre dans les commentaires, je vais lui passer le micro pour que vous puissiez l'écouter. Il va nous faire une présentation de 20-25 minutes. À l'issue de sa communication, on vous donnera le micro pour poser toutes les questions. Vous l'avez suivi, il a dit, posez toutes sortes de questions, il vous apportera les réponses. Encore un banc pour le docteur Ly. Docteur Ly a la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis très honoré d'être là, très fier aussi de venir dans le pays où on a, à partir du 8e siècle, qu'on avait installé le pays des esclaves ici. Et ça continue toujours. Bon. Alors, il venait de dire que nous étions les esclaves des bobos. Vous savez, le bobo n'a que 2 points, 2 pôles. Un pôle karité et un pôle cabaret. Il vient de quitter le pôle cabaret. Je suis très fier d'être là et assez inquiet parce que mon langage a toujours comporté des mots, des notions inhabituelles ou utilisées sans grande habitude. Et beaucoup de gens se fâchent quand ils ne rentrent pas dans le jeu, alors qu'il faut justement rentrer dans le jeu pour comprendre. Autant que moi, il n'y a aucune différence entre moi qui ai cherché et d'autres. C'est simplement une question de recherche, de réflexion et de recherche. Aujourd'hui, le titre de ce thème-là est très parleur, parce qu'on l'a développé de sorte qu'on balaye toute la vie. Alors, pour me faire comprendre, j'ai quand même utilisé une méthode que je n'aime pas, c'est-à-dire l'analyse. C'est découper un phénomène en autant de parties qu'il est composé pour le comprendre. C'est Descartes qui a dit ça. Pour comprendre le monde, les choses, il faut les découper en autant de parties qu'il est composé. S'il y a bien une phrase idiote à l'absolu, c'est bien celle-là. Parce que lorsqu'on décompose un phénomène en autant de parties qu'il est composé, on ne peut plus jamais le comprendre puisqu'il n'existe plus. Il y a une différence entre un phénomène et les pièces qui le constituent. Prenez l'exemple d'une maison construite et les pièces qui permettent de construire une maison, c'est ça. Les matériaux qu'il faut pour construire une maison ne font pas une maison, ne sont pas une maison. Donc, c'est quand même la synthèse qui est la vie et pas l'analyse qui est notre langage, notre méthode, notre démarche. Le monde devra changer, peut-être c'est dans 1000 ans qu'il comprendra cela, mais pour l'instant, on est dans cette difficulté. Que vous comprenez et que je vais obligé d'utiliser pour que vous me compreniez. Le thème, comme il l'a dit, c'est jeunesse, quelle responsabilité pour un devenir rêvé. On m'avait dit au départ un devenir meilleur, j'ai dit non, le meilleur c'est ouvert, alors que le devenir c'est quelque chose de très ciblé. Alors j'ai découpé ça en 7 parties. La première partie c'est ce que c'est qu'un humain. Vous savez qu'on n'a pas défini un humain. Personne n'a une définition ou n'a vu une définition d'un humain quelque part. Comment les humains peuvent-ils oublier ça, omettre ça? Et comment ils peuvent se développer s'ils ne sont pas définis? Parce que c'est à partir d'une définition qu'une chose se développe. On n'a pas de définition. Moi, je me suis permis d'en faire une. Deuxièmement, c'est chaque chose qui existe est contenue dans une autre. Il n'y a jamais une chose flottante. Donc, il faut une chose se développe dans son contenant. Alors, les humains n'ont pas précisé quel est leur contenant. Personne ne le sait. Troisième point, la jeunesse. Enfin, c'est quoi la jeunesse? La jeunesse est dans une chaîne allant de la vie dans l'espace à l'ancêtre. Mais quelle place la jeunesse occupe et à cette place-là, quelle est sa responsabilité, quelle est sa fonction? Ensuite, c'est le développement. Le développement n'est pas ce qu'on croit un résultat de conditions de vie. Non, non, non. C'est un mouvement
C'est des mouvements permettant une évolution. Ça aussi, malgré les savants que nous avons, on l'a passé à côté. Ensuite, l'évolution. C'est quoi l'évolution? C'est quelque chose qui est inévitable, puisque nous sommes embarqués dans un mouvement plus fort que nous et qui nous transforme, qui nous fait évoluer. Enfin, c'est le devenir. C'est quoi le devenir? C'est une option. C'est un chemin tracé jusqu'à son terme, qui est celui que chacun a voulu. On est maître du devenir, mais on n'est justement pas maître de l'avenir, qui est, lui, échappe aux humains. Et enfin, le rêve. Celui qui n'a pas de rêve est un matériau pour le rêve de quelqu'un d'autre. À chacun de choisir, de le savoir d'abord. Et c'est au niveau de la jeunesse, de la période de la jeunesse entre 14 et 28 ans, qu'on peut faire ce rêve-là, on peut le cerner complètement. Voilà les 7 points. Les humains, le contenant, la jeunesse, le développement, l'évolution, le devenir et le rêve. On peut commencer. Les humains n'ont même pas fait une définition pour eux. Moi, je leur en ai fait une. L'humain est un être créé. C'est déjà là que c'est important. Ça veut dire, il est un outil comme nous créons une hache, une daba, que pour une utilisation précise. Donc quelqu'un nous a créé aussi pour une utilisation précise. C'est le point de départ que l'humain doit savoir. Il n'a pas tout à fait sa liberté d'être ou d'exercer. Il y a derrière lui le plan de celui qui l'a créé. Il doit le connaître et c'est possible. Donc j'ai dit c'est un être créé constitué de 10 notions qualités. La première notion, c'est la conscience. La deuxième, c'est la responsabilité. La troisième, c'est la sincérité. La quatrième, c'est la loyauté. La cinquième, c'est la sobriété. Je vais revenir sur ça. La sixième, c'est la probité, l'honnêteté en quelque sorte. La septième, c'est la noblesse, c'est-à-dire une supériorité d'âme et d'esprit. La huitième, c'est la bienveillance. La neuvième, c'est la bienfaisance. Et la dixième, c'est la compassion. C'est à partir de ça que l'humain se développe. Il est constitué à partir de cela. Là, tout celui qui s'écarte maintenant de ces valeurs-là, on sait qu'il diminue son humanité. Et donc, on peut l'aider à revenir sur son humanité. Mais tant que cette base, cette notion n'est pas posée, l'humain peut aller où il veut, faire ce qu'il veut. On ne peut même pas lui dire qu'il s'écarte du chemin de l'humain. Voilà la faute fondamentale des humains. Je reviens sur ces 10-là en notant 2. Nous sommes responsables. Nous avons été créés responsables de quelque chose. Combien d'humains se posent cette question et cherchent à savoir de quoi ils sont responsables? Même pas 1%. Alors, 99% des humains voguent à l'aventure. Et les humains laissent faire. Ça fait des millénaires que ça dure. Les humains ne cherchent pas à redresser la barre, à se redresser. Si bien que l'humain s'est dit être supérieur. S'il y a bien un être inférieur par rapport à tous les autres êtres, c'est bien l'humain. Parce qu'on lui a doté de choses invraisemblables. Mais il les a toutes mises de côté. Alors, il faut maintenant qu'on cherche à modifier les choses. Et l'époque actuelle, qui a une grande force dans la diffusion des messages, des connaissances, peut permettre cette transformation, ce réveil-là. Le deuxième mot, c'est la sobriété. Vous savez, toutes les dérives, tous les défauts, tous les conflits du monde viennent d'un défaut de sobriété. La sobriété, ça veut dire qu'il ne faut pas emmagasiner beaucoup dans aucun domaine. Or, c'est exactement le contraire que les humains font. Tout celui qui touche au pouvoir veut prendre tout le pouvoir. Tout celui qui a l'argent veut prendre tout l'argent. Tout celui qui peut manger bien à l'aise, il veut prendre tout. Pourquoi l'humain ne sait pas que même la petite science lui dit que c'est la sobriété qui est la mesure la meilleure? Pourquoi? Actuellement, le mot est même banni. On ne peut même plus demander à quelqu'un d'être sobre, alors que c'est la mesure de l'humain, de l'évolution de l'humain, et dans le respect de l'univers et dans le respect des autres humains. On ne comprend pas. Voilà pour ce qui est des humains. Ce qu'on a oublié encore, c'est que l'humain est contenu dans quelque chose.
on flotte. Nous sommes contenus dans cette salle, on peut aller plus loin. Nous sommes contenus dans Bobo, nous sommes contenus dans le Burkina, ainsi de suite. Donc, jusqu'où vont les limites du contenant de l'humain? Parce que c'est ça qu'il faut savoir. Or, tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons et tout ce que nous imaginons est dans le cadre de notre contenant. Alors, donc, le contenant de l'humain se retrouve être l'infini, être l'univers. Donc, ça veut dire que l'humain a un potentiel universel extrême. Et ce potentiel universel est polarisé à un potentiel individuel. L'humain est dans deux pôles, un pôle individuel et un pôle universel. Il a commis l'erreur de développer le pôle individuel. Il a ignoré même totalement le pôle universel. Pourquoi? On ne sait pas. En tout cas, c'est en développant le pôle universel qu'il développera mieux le pôle individuel. Prenez un humain qui a une nature, un comportement universel, il est mis au-dessus de tous les autres par les autres humains. Alors pourquoi nous avons choisi ce pôle infime qu'est l'être individuel, l'individu, au lieu de développer celui qui est logique et qui développe tout le monde? On ne sait pas encore pourquoi les humains ont fait ça. Mais c'est l'école qui a fait ça. C'est l'école qui nous a enseigné ça, ou c'est l'école qui ne nous a pas enseigné qu'il faut inverser la tendance. Le contenant de l'humain dans lequel il se développe est l'universel. Et l'infini, si vous voulez. Et une petite parenthèse, beaucoup de gens pointent quelque chose en haut, là, au-dessus de nous, pour dire ça, c'est le ciel. Vous savez que le ciel n'existe pas? Il n'y a pas de ciel. C'est simplement la profondeur. On n'a pas imaginé. La petite Terre est dans le système solaire. Le système solaire est une étincelle dans la galaxie dans laquelle il est, la galaxie de la Voie lactée. Il y a des milliards de galaxies. Et entre ces milliards de galaxies, il n'y a aucune barrière qui permet de dire que là, c'est le ciel. Donc le ciel n'existe pas. C'est simplement la profondeur qui fait qu'on ne voit rien. Imaginez, pour vous retrouver, un puits profond de 100 mètres, par exemple. Vous regardez, vous ne voyez que l'obscurité. C'est la même chose pour le ciel. Il n'existe pas, il n'y a aucune barrière. C'est l'infini, c'est l'universel. Donc l'humain est dans l'universel, dans l'infini. Il a confiné toute sa vie dans l'individu, au lieu de prendre l'autre pôle, le pôle universel. C'est ça qui est effrayant. Après, c'est la jeunesse. Vous savez, la jeunesse aussi est contenue entre deux pôles. Il y a le pôle vie dans l'espace et le pôle ancêtre. Il est au milieu des trois premiers et des trois derniers. Le premier élément dans lequel la jeunesse est contenue, c'est la vie dans l'espace. Après, il y a la vie dans la gestation. Après, il y a l'enfance, 3 donc, et après vient la jeunesse, 4e position, entre 14 et 28 ans. Puis vient l'âge adulte. Et puis l'âge avancé, les anciens, et enfin les ancêtres. Voilà la chaîne réelle de la vie. La jeunesse est au milieu. Elle a à ce poste-là une responsabilité extrême. Son énergie, et chaque jeune qui est dans cet âge le sait, son énergie est la plus bouillonnante possible. Il est persuadé qu'il est le plus intelligent, qu'il est le plus fort, qu'il est maître de tout. Et c'est vrai au niveau de son énergie, mais ce n'est pas vrai au niveau de sa responsabilité. La jeunesse ignore quelle est sa responsabilité, alors que c'est le point central, le point noyau. Alors la jeunesse est chargée d'oser tracer le chemin de la vie qu'on aimerait, de la vie dont on rêve. C'est à ce niveau seulement qu'on a cette énergie. Au-delà, on a la vie réaliste, celle de l'adulte. Donc dès qu'on dépasse l'âge de la jeunesse, on ne peut plus faire la vie rêvée, la vie d'un devenir rêvé. Donc on a perdu tout. Et quand on n'a pas pu développer à ce niveau son rêve, on devient le matériau de construction du rêve d'autrui. Combien de vies de jeunes ont été, comment on appelle, écrasées
pour avoir franchi la période de la jeunesse sans avoir élaboré son rêve? Comment on peut faire une école sans apprendre aux jeunes qu'ils ont une responsabilité, celle de développer un rêve, c'est-à-dire un concept de vie le meilleur possible? Et c'est seulement ainsi que les humains peuvent améliorer la vie. Ce n'est pas en développant un concept de gain qu'on va améliorer la vie. Au contraire. Et comment ça se fait que nous soyons dans cette école? Mais le plus grave, c'est comment ça se fait qu'avec les millions de savants que nous avons, on ne nous dit pas de corriger? Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que c'est acceptable? Vous tous ici, y compris mes deux compagnons, là, vous êtes responsables. Parce que ce n'est pas normal qu'on ne dise pas à quelqu'un, attention, en toi est logé un potentiel qui te permet de tracer ton chemin de vie le meilleur possible. La période de la projection. Et après, tu passes dans une énergie où tu as la capacité réelle maintenant de réaliser ton rêve. Là. C'est ça qui est un grand problème. On apprend aux gens à gagner. Mais le gain n'a jamais développé. Le gain a toujours alourdi et fait égarer les gens. Vous n'allez pas trouver un homme qui se préoccupe de gain et qui ne soit pas devenu orgueilleux quand il a eu quelque chose. Il croit qu'il est le meilleur, alors que le plus souvent, c'est le moins bon. Donc, courir après le gain, c'est vraiment s'abîmer, se dégrader. Alors que, après son rêve, là, on se développe et surtout, quand on parlera du rêve, vous verrez que la nature n'aime que ça. Elle ne se développe qu'à partir des rêves. Sinon, elle n'a pas de matériaux pour se développer, pour construire quoi que ce soit. Si vous n'avez pas de rêve, vous n'avez pas donné à la nature un projet de construction. Or, c'est elle qui fait tout. Mais si vous n'avez pas de rêve, bon, elle attend. Et c'est ce qui nous arrive actuellement dans l'humanité entière, chez les humains entiers. À quel moment on va changer d'école? D'information d'abord, d'école ensuite. Bon, on ne sait pas. On passe au développement. Puisque celui-là a dit que j'ai 20-25 minutes, je ne sais pas pourquoi. Le développement. Vous savez, le développement n'est pas un résultat comme on le croit. Non. C'est un mouvement, c'est un déploiement. Pour vous donner une idée, prenez un arbre avec son tronc très visible, détaché, et maintenant, voyez les branches. Les branches correspondent au développement de l'arbre. Ce sont des mouvements qui donnent le résultat, c'est-à-dire l'évolution de l'arbre avec ses résultats. Mais tant que l'arbre ne développe que ses branches, ses feuilles ou autre chose, il n'est pas un résultat pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit, pour lui-même d'abord. Mais c'est quand il en arrive à produire des fleurs plus des fruits qu'il a atteint son résultat. Et donc le développement n'est jamais durable. Le développement est accomplissant. Il accomplit un résultat. Il permet, l'arbre donc s'accomplit en ayant des fruits. Il s'épanouit en donnant des fleurs et plus loin il donne des fruits et là il s'accomplit. C'est ça l'évolution. Mais ce n'est pas ça le développement. Le développement, c'est les mouvements qui permettent d'aboutir à ça. Donc c'est tellement mal conçu qu'on ne comprend pas que des pays entiers organisent leur évolution à partir du développement comme résultat. Et comme ils arrivent à ce niveau à tomber dans le vide, ils ont transformé ça en croissance. Actuellement, tous nos États, même les autres, évoluent à partir des critères de croissance. Ça ne correspond à rien du tout parce qu'il n'y a pas de résultat dans la croissance. Il faut aller beaucoup plus loin. L'évolution. D'abord, tout évolue. Qu'on le veuille ou non, on évolue. Parce que nous sommes embarqués dans un mouvement qui nous échappe totalement. Le seul mouvement planétaire nous oblige à tout. N'en parlons pas du mouvement du système solaire. N'en parlons pas de la galaxie de la Voie lactée. Ne parlons pas maintenant de l'infinité des galaxies. Donc, dans tous les cas, nous allons évoluer. Selon nous, selon notre rêve ou selon la volonté du mouvement de la nature. Actuellement, comme on n'a même pas de jeu qui rêve, on évolue selon la nature. On est embarqué. Donc, nous sommes dans un mouvement embarqué, dans une évolution embarquée, construite par la nature au hasard des choses
Il n'y a personne qui peut dire qu'il a fait son évolution. Voilà. On arrive aux deux derniers mots qui sont extrêmement importants. C'est le devenir. Vous savez, on devient ce qu'on a élaboré, pensé, ce qu'on a conçu être. On rêve donc de devenir ceci. À partir de ce moment, il faut absolument savoir par déduction ce qu'on doit être pour devenir ceci, ce qu'on doit avoir pour devenir ceci, ce qu'on doit faire pour devenir ceci et ce qu'on doit connaître pour devenir ceci. Donc, c'est la définition du devenir qui détermine tout par déduction. Et le devenir est déterminé par le rêve qui est son germe. Un peu comme vous prenez la cola, vous divisez en deux, vous allez voir un germe et l'albumène à côté. C'est comme un œuf, c'est comme un fruit. La nature biologique est la même partout. C'est un germe et ce qui le contient. Donc le devenir, c'est un ensemble tenu par le rêve. Et c'est ce qu'on ne nous apprend pas du tout. On nous apprend si peu le devenir parce qu'on l'ignore tant, au point qu'on le confond avec l'avenir. Le devenir est personnel. L'avenir est universel. Ça veut dire qu'il échappe à n'importe quel individu dans l'univers, puisque l'avenir est le résultat de l'espace infini, du temps éternel, du mouvement perpétuel et du mystère absolu. 4 notions qui échappent totalement à l'être humain. Et pourtant, actuellement, le mot « avenir » a remplacé même le mot « devenir ». Il y a quelques années, j'entendais même une banque dire qu'elle donne ceci, ceci, et l'avenir en plus. J'étais, écrasé. Comment une institution qui, justement, écarte les gens du devenir peut, en les mettant dans l'avenir en plus, les égarer, les faire disparaître totalement. Et pendant des années, cette banque a diffusé cette publicité-là. Je ne sais pas pourquoi elle a arrêté maintenant. Peut-être on a dû lui signaler qu'il ne faut pas qu'elle touche à l'avenir parce que ce n'est pas à la portée des humains. Et enfin, au rêve. Vraiment, j'abrège à l'extrême pour laisser la place aux questions et surtout pour respecter la volonté du bobo qui est à côté en me disant que je n'ai que 25 minutes. Alors, le rêve, mon Dieu, sachez que le germe à partir duquel la nature sur cette terre se développe au niveau des humains, c'est leur rêve, c'est-à-dire leur volonté d'être ceci. Là, la nature a un concept, un plan pour réaliser. S'il n'y a pas ce rêve, une volonté ferme et nette, claire de faire ceci, s'il n'y a pas cette construction à faire, que peut faire la nature? Rien. Elle ne peut qu'attendre. Donc nous sommes coupables vis-à-vis de la nature et surtout vis-à-vis de notre développement. Nous ne donnons rien à la nature pour l'amener à faire son job. Nous n'avons que des gains, poursuivons des gains. Gagner ceci, gagner cela, etc. Et tout. Ça commence à l'école primaire, gagner des bonnes notes, gagner des examens, gagner des bons postes, gagner des bons salaires, etc. Et tout. Nous sommes dans une logique de gain. C'est mortifère, puisque nous gagnons à l'extrême, mais nous sommes aussi mauvais qu'il y a 10 000 ans, voire pire. C'est parce qu'on s'est trompé. La nature a besoin des rêves, c'est-à-dire des volontés affirmées, nettes, claires, de construire ceci, ceci, cela. Tout ce qui se fait sur cette terre à partir des humains se fait à partir des éléments de la nature. Nous ne pouvons rien prendre ailleurs pour nous construire ou pour construire autre chose. Je dis pour nous construire, nous n'avons pas quelque chose d'autre qui n'est pas un élément de la nature. Donc c'est la nature qui réalise tout, qui permet de réaliser tout. Mais à partir d'un génome, à partir d'une volonté déterminée, claire, précise, de faire ceci. Là, elle entre en jeu. Et celui qui a un rêve, prenons celui qui n'a pas de rêve.
il reste un matériau pour le rêve d'autrui. Tout celui qui n'a pas de rêve, qui est dans l'axe du gain et qui croit qu'il gagne, qu'il se développe, qu'il évolue, s'est trompé complètement. On est un matériau simple, puisqu'on est vide, on n'a pas de génétique d'évolution. Donc on est un matériau à la disposition de quelqu'un qui a besoin d'un matériau pour construire son rêve à lui. Et le système actuel nous le confirme, où à 90%, ceux qui ont étudié en tout cas, sont des employés. Vous savez, la négation de Dieu, du Créateur, c'est d'être... Vous n'êtes pas employé, vous? Vous aussi. C'est d'être employé. Parce que le Créateur a mis en chacun son emploi. Vous êtes responsable de ceci. Voilà pourquoi je vous ai créé ainsi, à tel moment et à tel lieu. Et vous ne vous posez même pas la question comment découvrir ça en vous. À la première proposition de quelqu'un qui va vous exploiter, vous bondissez là-dessus. Et vous étudiez jusqu'au sommet, et après vous avoir étudié, vous vous mettez dans un sac, vous fermez l'intérieur et vous dites à quelqu'un, prends, fais de moi ce que tu veux, à partir d'un seul salaire. Il n'y a pas un système esclavagiste aussi important que celui dans lequel nous vivons actuellement. L'employé est un esclave. Répétez ça autant que vous voulez. L'employé a refusé de faire ce que son créateur a voulu qu'il fasse, en le créant de cette façon. Et pourquoi vous ne vous posez pas cette question? Est-ce que le créateur n'a pas prévu pour moi un emploi au point que j'aille m'employer chez quelqu'un d'autre? C'est ça le mal de cette jeunesse qui n'a pas reçu au moment approprié les connaissances qu'il lui faut pour élaborer son rêve. Et c'est très grave. Alors, de l'autre côté, celui qui a un rêve, il n'y a pas quelque chose que la nature respecte et soutient autant que celui qui a un rêve. Vous n'allez jamais voir un homme qui a un grand rêve écrasé par la nature. Ça n'existe pas. Donc, c'est la plus grande protection, c'est la plus grande sécurité, c'est les plus grands bienfaits, et les humains abandonnent ça. Par défaut d'information, par défaut d'enseignement, dans une logique d'évolution. Mais, vous savez, l'école du blanc n'a pas tué les humains autant qu'on fasse. Hein. C'est incroyable ce qu'on nous a perdu. On nous a perdus dans l'univers, ce n'est même pas sur cette terre. Et il est urgent de corriger. Je vous assure, si ce n'était pas ce mot rêve-là, je ne serais même pas venu à Bobo. Parce qu'actuellement, je ne suis pas en état physique de venir, etc. et tout. Mais c'est tellement important que la jeunesse sache qu'elle a une responsabilité extrême. C'est de se projeter dans un devenir rêvé. Donc, elle a rêvé, je rêve de devenir ça. Projeté, et maintenant, dès qu'il commence à être adulte, il se consacre à le réaliser. Il verra que tout lui sera facile. Il attend et la nature va lui envoyer de façon fortuite tous les éléments qu'il faut pour la réalisation de son rêve. L'humain n'est humain véritablement que quand il a développé un rêve. En dessous, on peut dire qu'il est sous-humain. Il n'est pas encore un humain complet, consacré, etc. et tout. C'est dans cette situation que nous sommes actuellement. Il faut que, à partir de maintenant, par exemple, que des jeunes se disent, mais tiens, ce que ce bonhomme raconte là, ce n'est pas aussi idiot que ça. Et débattre maintenant jusqu'à voir en soi-même la netteté de cette chose. Et dès que les humains seront nombreux à dire, bon, on veut maintenant une formation basée sur le rêve, alors là, les choses vont changer. Et très vite, dans un pays où on développe le développement ou l'évolution par le rêve, vous allez voir, en moins de 20 ans, tout est transformé, tout. Et pas du tout pas comme les connaissances actuelles qui font des transformations de gourmandise. C'est tout. Donc, nous sommes dans cette situation. En ce moment, les plus forts, les plus avancés dans cette histoire, c'est les États-Unis. Ils sont, eux, tellement embourbés dans ça que même dans leur billet de banque, le dollar, ils ont mis, toi qui parles anglais, là, qu'est-ce qu'ils ont mis? In God we trust.
sur le billet de dollar, la pire des choses que les Blancs ont inventées. En Dieu nous croyons. Comment deux choses incompatibles à ce point-là peuvent se réunir là? L'argent. Vous savez qu'il n'y a pas pire que l'argent de tout ce que les Blancs ont inventé. Le pire que les Blancs ont inventé, c'est l'argent. Pourquoi? Ils développent deux choses, la convoitise insatiable et l'orgueil. Voilà. Donc nous choisissons nous-mêmes les choses qui nous perdent, qui nous transforment en mal. Et on y va. Actuellement, nous sommes tellement transformés, et les jeunes sont tellement dans cette logique aussi, que nous, les anciens, on ne les comprend même plus. Parce qu'avant, la jeunesse s'apaisait et demandait à connaître, interroger beaucoup les anciens. Actuellement, les jeunes croient que les anciens sont dépassés. Alors, donc ça veut dire qu'on est perdu par la faute de la jeunesse. La jeunesse est dans la voie du gain. Attention, rentrez dans la voie du rêve, du devenir que vous rêvez d'être. Vous allez voir que la nature est très généreuse et qu'elle va vous donner ce que vous avez rêvé. Bon. Et on revient sur l'enchaînement. Il y a l'humain. L'humain est contenu dans quelque chose. Et parmi les humains, il y a un groupe qui détient le secret de l'évolution, du développement, de la vie. Ce sont les jeunes. Donc ça veut dire à cet âge, à cette période, ils doivent recevoir un traitement spécial. Il n'y a aucun jeune qui doit quitter l'école, l'université sans être formé à la notion du rêve. Attention, le couronnement de tes études, c'est de parvenir au meilleur rêve possible. Là, tu es autonome pour te développer. Mais si on ne t'a pas appris ça, même après 100 ans d'études, tu seras toujours un demandeur d'emploi, c'est-à-dire un esclave, un serviteur volontaire. Donc, et à partir de là, il faut connaître les notions de développement qui ne sont pas les bonnes actuellement. C'est un mouvement, le développement, c'est un déploiement. Regardez ce que c'est que le développement. C'est une graine qui développe des racines d'abord, un tronc ensuite, des branches ensuite, des feuilles, des fleurs, etc. Et tout. Et c'est un développement. Maintenant, l'évolution de ça, c'est qu'il a atteint un stade où il donne les fruits. Donc ce développement, il accomplit l'arbre, il achève l'œuvre de l'évolution. Après, ça recommence. Et après, c'est ce devenir, on évolue comme ça, on a cet accomplissement, c'est pour continuer l'œuvre, pour recommencer. L'arbre qui a fait ses fruits vont donner d'autres arbres. Une partie est utilisée ailleurs, celle qui n'a pas eu le concept, le gène de l'évolution de l'espèce d'arbre qu'il faut. Et tout ça est fondé, basé sur le devenir qu'on a voulu. Pour ce qui est des humains, on ne sait pas les autres êtres biologiques tels que les végétaux, les animaux, comment eux, ils évoluent, mais l'humain, en tout cas, il a la conscience de fabriquer son devenir, d'élaborer son devenir, de concevoir son devenir. Lui, il a cette faculté. À quel moment il a cette faculté? De façon optimale, c'est à l'âge de la jeunesse. Et si la jeunesse ne le fait pas à cet âge, c'est perdu pour l'individu qui a quitté la jeunesse sans avoir élaboré son rêve. Donc c'est une grande perte pour l'humanité entière. Aux jeunes de faire très attention. À n'importe quel moment, d'ailleurs, cette phase de la jeunesse, on peut effectivement, à partir de quelques échanges, élaborer son rêve. Je vous ai dit ces cinq mots, 5 verbes: devenir, être, avoir, faire, connaître. Je m'arrête un peu sur le verbe avoir. Quand on dit avoir, beaucoup de gens pensent au matériel. Ce n'est pas du tout du matériel qu'il s'agit. Ce qu'il faut avoir dans l'axe de son développement, de son évolution, c'est avoir, je parie que personne d'entre vous ne va trouver, j'ai 1000 francs sur la table, je donnerai à celui qui trouve. Avoir quoi? Quoi? Qu'est-ce qui permet de passer? Un doigt, qu'est-ce que le doigt dit? Non, non, non. Avoir quoi? Le premier élément de l'avoir. Ils n'ont qu'à dire
Hein? Non, c'est pas ça. Non. Non. Oui? Là? Oh, là, on tombe. Oui. Oui. Hein? Oui? Non. Oui? Allez, dites les mots. Hein? Non. 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 Je vous embête comme ça pour que vous reteniez ce mot, que vous ne l'oubliez jamais. Oui? Non. 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 Oh non, c'est fini. C'est bon. Vous n'allez pas trouver. La première des choses qu'il faut avoir pour se développer, s'accomplir, évoluer, c'est l'audace. Ouais. Et là, il faut savoir que dans ce texte, il y a 3 termes. Le premier, c'est peureux, la peur. Celui qui est peureux, il perd toujours. Après, c'est le courage. Celui qui est courageux, il encaisse toujours. Après, c'est l'audace. Celui qui est audacieux, il passe toujours. Et enfin, c'est la témérité. Le téméraire, il trépasse souvent. Vous savez, si vous êtes audacieux, je vais vous donner un exemple amusant. Vous sortez de cette salle et vous trouvez un troupeau de tourterelles en train de marcher là, dans le couloir. Vous voulez passer et puis les tourterelles se gonflent, s'arrêtent en face de vous, vous allez reculer. Qui que vous soyez. Si des margouillards le font, vous allez reculer. Si même des mouches le font, vous allez reculer. Parce qu'ils ont montré de l'audace. La clé pour passer dans l'univers, c'est l'audace. La clé pour émerger, c'est l'audace. Parce que tout peut être obstacle ou soutien. Mais dès que quelque chose manifeste de l'audace, plus personne ne peut bloquer. L'audace ouvre toutes les portes. Il y a quelques années, on disait que le Burkina veut être un pays émergent. Vous savez, c'était sur des bases de statistiques de croissance qu'il parle de l'émergence. Non, non, non. L'émergence, ça veut dire que agir jusqu'à dépasser les autres pays environnants pour le cas d'un pays. Donc, je voyais mal le Burkina oser au point de dépasser les 6 pays-là qui nous entourent. Parce qu'eux aussi pouvaient faire la même chose et peut-être même ils sont mieux outillés que nous. J'ai dû dire ça à un ministre qui avait fait une conférence chez moi à Dori sur ça. Et dès que j'ai dit ça, après une pause, il ne parlait que de l'audace. Comme si c'était un mot qu'il maîtrisait totalement. C'est vrai. C'était un universitaire et il avait compris très vite la bêtise de dire qu'on veut être émergent sur du vide. Donc, mais c'est l'audace qui permet de passer. Donc c'est la première des choses qu'il faut avoir et pas du tout l'argent, les moyens et autre chose. Le deuxième élément, maintenant, certains avaient dit ça, c'est le discernement. Si vous ne voyez pas clair, si vous n'avez pas fixé les choses clairement, vous ne pouvez rien faire. La troisième, c'est en fait être précis. Voilà un mot tellement négligé, tellement clair, mais vous savez, si l'univers n'était pas géré par la précision, ce ne serait que des chaos. Or, tout est précis dans l'univers. Il n'y a que les humains qui ont accepté une tolérance dans la non-précision. Donc ça, c'est une chose qu'il faut nécessairement avoir. Ensuite, c'est l'application, c'est-à-dire faire les choses avec soin. Voilà. Ensuite, maintenant, c'est la régularité en continu. Avec ça, vous pouvez ne pas aller à l'école, vous pouvez ne pas avoir un franc. Si vous avez ces mots que j'ai cités là, les choses vont venir et se réaliser comme vous le voulez. Allez faire l'expérience. Si quelqu'un dans 6 mois applique ces mots-là, c'est sûr que sa vie va changer comme il le veut. On répète, le premier mot c'est l'audace, le deuxième c'est discernement, le troisième c'est précision, le quatrième c'est
l'application. Le 5e, c'est la régularité dans la continuité. Voilà. 5 minutes sont épuisées. Celui-là, il est tenace pour m'arrêter. Non, pas du tout. Un bobo audacieux, vous avez vu ça où? J'ai le micro maintenant. Alors, celui qui n'a pas de rêve est un matériau pour les rêves des autres. C'est sur cette phrase que on va arrêter le docteur Lee pour passer à la deuxième partie qui consiste, qui est la partie des questions-réponses. On a 2 rangées. Et puis il y a également des gens carrément dehors. Mais ce que je vais demander, une seule personne va remercier le docteur Lee au nom de tout le monde pour éviter qu'on dise on remercie le docteur Lee, on remercie le docteur Lee. Il faut être précis. Les commentaires inutiles, il faut s'abstenir de faire des commentaires inutiles. Si vous avez une question à poser, formulez votre question, soyez précis et concis. Donc, on va commencer la série des questions. Je ne sais pas si déjà Lionel, le président, a quelque chose à ajouter. Peut-être les membres d'African Golden qui sont ici présents, est-ce qu'ils veulent réagir avant qu'on donne le micro? Non, oui. Je pense qu'à chaud, il faut prendre les questions. Et puis, le docteur lui va répondre. Ça nous permet de rester dans la dynamique de l'enseignement qu'on vient de recevoir. D'accord. Merci. Alors, donc, on va prendre, vous présenter, vous poser votre question et ainsi de suite. OK. OK, mon nom c'est Sanou Seydou. Merci beaucoup pour la brillante intervention, le brillant exposé de M. Lee. Il a parlé tantôt que les gens font de longues études pour après devenir employés. De ce que j'ai cru comprendre, c'est pour inciter la jeunesse à prendre son destin en main, c'est-à-dire à vouloir employer d'autres personnes. Mais que serait le monde sans employeur et sans employé? C'est-à-dire, est-ce que tout le monde peut être employeur et le reste là va devenir quoi? C'est ma question au juste. Merci, M. Sanou. Oui, allez-y. Nom et prénom? Je suis Kosoramba Dama. Allez-y. D'accord, merci. Je voudrais vraiment qu'un docteur nous parle un peu de la générosité. Parce que je m'attendais à apercevoir le mot générosité quand il définissait l'humain. Quelle est la place de la générosité? Une deuxième question, c'est l'école actuelle. La place de l'école, est-ce que, comme nous le disons, est-ce que l'école est tueuse de rêves dans son format actuel? Merci, M. Rwamba. Mais moi, c'est Razan Naba. Bonsoir, Naba. Merci beaucoup. Je voulais juste peut-être contribuer. J'ai une autre occupation tout à l'heure pour laquelle je voudrais encore demander. Mais je ne saurais en tout cas partir ici sans d'abord vous féliciter, Président, avec toute l'équipe donc, de African Golden. Féliciter en tout cas la chaîne au cœur de nos idées. Et puis remercier en tout cas grandement cette jeunesse qui sont venus mobiliser en tout cas pour entendre et écouter notre sage, Dr Lee. Dr Lee et moi, nous avons été des maires. Moi, je l'appelle mon maire doyen. J'étais secrétaire général de la MBF. Nous avons été emportés par le vent donc, de l'insurrection. S'il vous plaît. Mais nous sommes là. Et je voulais tout simplement dire que véritablement, les jeunes devraient écouter, devraient chercher effectivement à avoir cette connaissance. Parce que, regardez ce qu'il vient de nous faire comprendre, cette richesse que nous avons en face de nous. Cela est très important. Et je voudrais, c'est pourquoi je remercie en tout cas African Golden d'aller puiser en nous-mêmes, parce que nous avons ces ressources-là. Parce que nous voulons également aussi que cette jeunesse
comprennent que, comme on le dit, si on dit l'avenir, la jeunesse c'est l'avenir, c'est plutôt l'avenir, c'est le présent. Donc c'est le devenir. Et ça, c'est très important. Et je voudrais également aussi apporter ma petite contribution en disant que ce que venait donc de dire le docteur Ly, j'ai lu un document que j'aime bien lire également aussi souvent, de Napoléon Hill, que beaucoup de gens connaissent, « Réfléchissez et devenez riche ». La richesse, ce n'est pas simplement le gain monétaire ou, je ne sais pas moi, l'argent pour lequel ça nous perturbe, j'allais même dire. Mais la richesse, c'est l'ensemble donc de ce que nous pouvons effectivement produire pour un mieux vivre ensemble. Et je crois qu'il l'a tout simplement dit en quelques mots. Et c'était simplement ma petite contribution pour montrer qui est véritablement le docteur Ly. Et deuxièmement, dire que la jeunesse devrait vraiment s'inspirer, devrait être ce qu'ils sont. Parce que si vous n'arrivez pas effectivement à aller avec l'audace, avec le courage et de manière précise, vous ne pouvez pas avoir finalement un bon rêve qui va se réaliser. Merci. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire et merci beaucoup. Merci au Naba Razan pour sa contribution. Je crois que le Naba était avec nous lors de la dernière conférence. Merci à lui d'être encore avec nous à Bobo. Ok, on va prendre une autre question. D'accord. Ceux qui veulent poser les questions se mettre debout, ça va faciliter. Merci. Ok, merci beaucoup. Je suis l'ami Félix Tao. Alors, vous avez parlé à un endroit de développement et vous avez assimilé ça à la croissance et un arbre, le tronc et ses branches. Est-ce qu'à ce niveau, on peut parler de pays développés et de pays sous-développés? Parce qu'un pays ne finit jamais de se développer. Voilà ma question. D'accord. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je me nomme Séré Drissa, étudiant à l'UNB. Et Dr Ly a eu à dire que la jeunesse doit rêver. Je demande à savoir, est-ce qu'on doit rêver pour rêver? Parce que dans le rêve, il y a des choses, je dirais, on peut rêver des rêves qui ne bénéficient pas à la société. Est-ce qu'on doit rêver pour soi-même ou on doit rêver pour le bénéfice de la société? Merci. Merci. Une autre question. Il faut peut-être l'arranger de derrière. Il y a des questions derrière. Il faut y aller. Merci d'abord pour la parole. Je suis Sawadogo Abdul Razak Ben Ismaël. Ma question, c'est de savoir si, par exemple, je viens de prendre conscience que je dois avoir un rêve. Maintenant, quels sont les outils que je dois avoir pour perfectionner ce rêve-là? Et à quel moment je dois me rendre compte que, ou bien je peux me rendre compte que ce rêve-là est l'idéal? Merci. Encore un doigt là-bas. Ok. Oui. Ok, merci. Je voudrais savoir, le docteur Milogo Hubert. Voilà. Allez-y. Le docteur a dit tantôt qu'il faut être audacieux. Et généralement, quelqu'un qui est audacieux, on a l'impression qu'il manque de sagesse. Quel doit être le pont entre l'audace et la sagesse? Merci. Merci. Voilà. Moi, c'est Souma Suleiman. Je suis enseignant. Voilà. Ma première question, c'est de savoir qu'est-ce qu'un jeune doit savoir. Le docteur Ly a défini 5 paramètres, ce qu'on rêve de devenir, ce qu'on veut être, ce qu'on doit avoir. Maintenant, qu'est-ce qu'un jeune doit savoir? Première question. Deuxième question, que docteur Ly nous donne 5 œuvres qu'il a lues pour arriver à ce niveau de connaissance. J'en ai besoin. Et dernièrement, il y a eu une de ces conférences que j'ai suivies. Docteur Ly a parlé de 7 états. Le
premier état, c'était que lorsqu'on est couché, on est mort, assis, on est malade. Maintenant, à partir d'un certain niveau, le docteur a dit, on commence à être conscient lorsqu'on s'élève. Se lever, je veux savoir concrètement ce que cela veut dire. Merci. Je me nomme Comporé Sylvain. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'un jeune doit faire pour réussir à sa vie. Merci. La dernière question là-bas. Je me nomme Ouattara Nyin Fatoumata. J'aimerais demander au docteur Lee s'il a des documents disponibles pour qu'on puisse aussi, en plus de cette conférence-là, mieux s'imprégner avec ces documents, puisque la jeunesse estudiantine actuellement a des documents qui, même si elles sont, il y en a, ce n'est pas assez nombreux pour la formation. J'aimerais que le docteur Lee nous propose au moins 2 à 3 documents qui permettent de nous situer encore plus sur sa théorie de l'école de la sagesse. Merci. Merci. Alors, nous avons épuisé les questions pour cette rangée. S'il vous plaît, nous avons épuisé les questions pour cette rangée. Est-ce que vous pouvez passer là? On va prendre 5 questions ici. Merci. Oui. Moi, c'est Zeba Boubacar. J'ai 2 questions. La première, j'aimerais savoir quelle est la différence entre l'avenir et le destin. La deuxième question, est-ce qu'il y a un âge limite pour rêver? Merci. Merci. Bon, moi, mon nom, c'est Tiama Yakuba. Tiama Yakuba. D'accord. Voilà. Allez-y. Ok, je ne sais pas si le docteur Lee a déjà brisé le rêve de beaucoup de personnes ici, parce que je sais que 80% d'entre nous ici sont des employés. Alors, si c'est, je voulais savoir si, est-ce qu'on peut rêver 2 fois? Merci. Okay. Merci. Merci. 1 minute. S'il vous plaît, silence dans la salle. Ok, merci. Oui, allez-y. Ok. Et d'abord, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais que le docteur Lee nous parle... Le nom et parle... prénom, s'il vous plaît. Ah, ok, pardon. Yakuba Ouedraogo. Voilà. D'abord, j'aimerais que le docteur Lee nous dise davantage sur l'école de la sagesse. D'abord. Ensuite, ma deuxième question s'apparente à celle de celui qui m'a précédé. Est-ce que quelqu'un qui a passé sa jeunesse, c'est-à-dire qui n'est plus dans la tranche 14-28, c'est le docteur Lee, est-ce qu'il a raté sa vie ou bien il peut encore redresser à travers un rêve? Et enfin, comment on fait réellement pour découvrir sa responsabilité? Puisque le docteur dit que chacun en naissant a une responsabilité. Bon, je comprends cela comme une mission qu'il a accomplie. Comment est-ce qu'on peut la découvrir, cette mission? Merci. Merci. 4e personne. Moi, c'est Compaoré Assemi. J'avais principalement 2 questions. Ma première question est, actuellement, on est en train de voir qu'il y a une vogue concernant les coachs. Et certains même en appellent à ne pas pousser loin les études. Qu'est-ce que le docteur Lee en pense concernant cette vogue des coachs de développement personnel? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quelle est la différence entre objectif et rêve? Merci. Merci. Le dernier doigt là-bas. Bonsoir, moi c'est Théa Agnès. Docteur Lee a parlé des rêves. J'aimerais savoir comment circonscrire ces rêves afin de mettre toute notre énergie dans un seul rêve et avoir un bon résultat.
Merci. Merci. Nous avons fini les... Est-ce que exceptionnellement ceux qui sont dehors ont des questions? Non, non, mais revenez, s'il vous plaît. Non. Ce qu'on fait, on a déjà 15, comme le sujet du président. On va répondre à ces 15-là. Si ceux qui sont dehors n'ont pas trouvé leur réponse, éventuellement on verra si on a encore un peu de temps, on va prendre ces 15 qui doivent là-bas. Alors, la première question a été posée par Sanou Seydou. Longue étude pour devenir employé, que serait le monde sans employés? Je crois que lui, il n'a pas grandi dans les villages. Moi, j'ai grandi dans les villages et il n'y avait pas un seul employé. Chacun était entrepreneur. Vous savez, Dieu, le Créateur, n'a pas créé d'employés. Il a créé des employeurs, mais chacun. Mais chacun peut se faire maintenant prestataire de services à partir de son entreprise. Ce sont les humains seulement qui ont créé l'esclavage d'emploi. Chacun avec son quelque chose. Et dans les villages, les gens vivent comme ça. Chacun entrepreneur. Chaque famille fait son emploi, son entreprise. Et avec ses excès de production, propose cela à d'autres qui en ont moins. Parce que même en étant employeur, bon, on peut produire moins que ses besoins, etc. et tout. C'est une question, c'est une relation de prestataire de service. À la création, c'est ça qui est permis, et pas du tout l'emploi. Vous savez qui nous a foutu dans cet emploi d'emploi à cette échelle? C'est un certain Lord Keynes, le champion de l'économiste, un Anglais. C'est lui qui a dit qu'il faut développer deux choses qui sont les catastrophes actuelles de l'humanité, l'emploi et la consommation. La consommation, c'est l'embouche. On donne à manger à tout le monde, comme ça, tout le monde devient impotent, ou bien il ne peut rien faire. Et maintenant, doit s'employer à d'autres, avec ce qu'il lui reste encore à faire. L'emploi, c'est une servitude, mais c'est quelqu'un qui a pris tout votre destin en main, tout votre devenir, pour un petit salaire. Comme si vous ne pouviez pas faire quelque chose comme lui, il en a fait, de façon différente, bien sûr. Mais c'est une insulte à l'humanité. Et c'est une négation du Créateur. Ça veut dire que le Créateur a oublié de donner à certains les moyens de s'employer eux-mêmes, d'être autonomes. Si vous abordez cette histoire sous un plan philosophique, mais vous allez être scandalisé. Qui a le droit, d'ailleurs, de se faire employer? Celui qui s'est fait employer a tué les humains. Ça veut dire le potentiel qu'on lui avait donné pour s'employer lui-même, il a renoncé à cela. Donc il a privé, il a handicapé l'humanité. Et là où il va, il ne travaille même pas bien parce qu'il n'y a personne qui travaille aussi bien que le propriétaire sur ce qu'il y a à travailler. Donc c'est les réducteurs vraiment des potentialités de l'humain et de leurs responsabilités. S'il y a bien quelque chose à punir sévèrement, c'est bien un employé. Je suis désolé d'avoir brisé vos rêves. Mais... Merci. Alors, Adama Rwamba a posé la question suivante. Quelle est la place de la générosité chez l'humain? La générosité, mais c'est la reconnaissance d'une défaillance. Chacun est en mesure de régler ses propres affaires de façon satisfaisante. Mais il y en a qui ont volé beaucoup chez d'autres, et il y en a qui n'ont pas pu voler, et qui ne peuvent même pas s'entretenir comme ils voudraient être. Parce que ce n'est que ça, si quelqu'un demande quelque chose, sollicite la mendicité, c'est parce qu'il a refusé de s'en tenir à ses ressources du moment. Et il va chez un autre, qui lui, s'il peut être généreux, c'est qu'il a pris des choses qui ne lui appartiennent pas chez d'autres. Le généreux, en réalité, il tue les gens. Parce que si on ne donne pas aux gens, ils vont finir par se consacrer maintenant à réussir à obtenir ce qui les permettra de vivre dignement et correctement. Vous savez, la générosité a été surtout développée par les religions.
Mais les religions ont besoin de... Oh, attends. Il ne faut pas que je dise des bêtises. Bon, on continue. La deuxième, c'est quoi? Non, c'est une sous-question. Est-ce que l'école est tueuse de rêves dans son format actuel? Dans sa forme actuelle, l'école tue les rêves, mais totalement. Elle tue les gens. Vous savez, nous avons une dimension universelle. On nous a ramené à la dimension individuelle. C'est déjà ça, le premier assassinat. Mais il est énorme. Donc, l'école actuelle, c'est, vous savez, pour nous, francophones, ça a été fait par Jules Ferry. C'est à une époque où on ne réfléchissait pas beaucoup. On voulait juste apprendre aux gens à s'instruire un peu pour se faire bien employer. Un peu comme la colonisation aussi nous a fait. Elle nous a mis à l'école pour pouvoir traiter ses affaires correctement. L'école, au début, n'a jamais été une réflexion profonde qui développe l'humain. C'est-à-dire, elle permettait juste à l'humain de servir à quelques intérêts. Et on n'a pas changé ça. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les grands savants que nous avons, après cette instruction, n'ont pas osé s'attaquer à l'école pour modifier les choses. C'est pour ça, moi, j'ai quitté tout dans la vie pour aller faire l'école de la sagesse. Au début, je pensais que j'allais avoir facilement 1000 étudiants. Pour l'instant, je n'ai pas eu un seul. Mais il y a beaucoup quand même qui viennent prendre et partir. Je ne sais pas ce qu'ils en font, mais en tant qu'étudiant, mais l'école actuelle, elle tue les rêves. Ok. La question de Tao Félix. Pardon. La preuve. Même un gars super formé, quelqu'un l'a dit, répété, est obligé d'aller demander. C'est quand même scandaleux. On étudie 20 ans. On sort donc vers 27-30 ans, et c'est pour demander encore, j'ai l'honneur de solliciter de votre... Il peut avancer, il peut aller. Oui. Alors, s'il vous plaît, quelle est la différence entre les pays développés et les pays sous-développés? C'est la question de Tao Félix. Non, il a dit, peut-on parler, est-ce que, puisque parler vous expliquez ce que c'est que le développement dans son format actuel, est-ce qu'on peut réellement parler de pays développés et de pays sous-développés? Non, parce que les pays développés eux-mêmes, ils parlent, en ce qui les concerne, de croissance. Nous qui n'avons pas pris encore le pas, on ne parle presque plus de développement. Parce qu'on commence à comprendre que le développement, ce qu'on fait n'a rien à voir avec le développement. Nous faisons la croissance. Et toutes nos statistiques, c'est à partir des croissances. Donc, en fait, aucun des deux n'est dans une logique de développement réel. À un moment donné, les Africains qui ne comprenaient pas grand-chose ont cru qu'en prenant le mot développement, ils allaient avoir des financements. Mais on a vu que ça n'a pas été quelque part. Donc, ni l'un ni l'autre ne sont dans le chemin du développement, mais on se ment. Vous le voyez parce que tous les 10 ans, d'ailleurs, les Blancs nous envoient des concepts nouveaux. Tous les 10 ans, ils changent. Et nous aussi, on suit. On ne comprend pas pourquoi. Ok. Alors, doit-on rêver pour soi ou pour les autres? Ah, l'humain est responsable de quoi? De lui-même ou des autres? L'humain est responsable de ceux qui le font vivre. L'humain est responsable de ceux qui le font vivre. Alors, quels sont ceux qui font vivre l'univers? Chacun n'a qu'à prendre son bic, noter. Ceux-ci participent à faire vivre ça participe. Il verra qu'il fera le tour de l'univers. Oui, parce que c'est d'une évidence effrayante. Par nous-mêmes, nous n'avons rien. Tout ce qui nous fait vivre, nous développer et être quelque chose, vient de l'extérieur. À l'intérieur, nous n'avons que le code génétique. Alors donc, nous sommes responsables de tout ce qui nous fait vivre. C'est évident. Donc, on n'a pas à s'occuper de soi-même, ou on s'occupe de soi-même à travers les autres. Mais les autres, ce n'est pas seulement les humains. Hein. C'est le sol, c'est les végétaux, les animaux, les phénomènes atmosphériques, tout. Alors, on doit s'occuper de tout ça. Il n'y a pas...
Je vous ai dit que l'humain est un être infini. Il a l'infinité en lui puisqu'il peut penser l'infinité et il perçoit même certains éléments de l'infinité. Donc il doit s'occuper de l'infini, de l'infiniment grand, de l'univers. L'humain est universel de par sa conscience. Donc il est responsable de tout. Comment peut-on être responsable, par exemple, d'une galaxie qu'on ne connaît pas? Parce que tout est construit, tout existe, tout est créé à partir d'un mot. C'est la vibration. Or, à partir de la vibration, vous pouvez aller à l'univers. Quel est l'être le plus mystérieux et le plus éloigné? Le plus présent et le plus éloigné. Quel est cet être? C'est Dieu. Qu'est-ce que vous faites tous les jours? En fait, certains d'entre vous. Vous envoyez des vibrations au Créateur? Vous savez où il est? Non? Peut-être il est à côté, mais peut-être il est aussi à la limite de l'infini, si l'infini existe. Or, nous lui parlons tous les jours. Le plus souvent, d'ailleurs, c'est pour lui demander des choses, alors que c'est autre chose qu'il fallait lui dire. Donc, on peut parler et essayer de transformer, de modifier l'univers entier par la seule vibration. Pour les chrétiens, Saint Jean, il a écrit dans l'Apocalypse, au commencement était le verbe ou la parole. En réalité, c'était une époque où il ne pouvait pas mettre le mot vibration parce qu'on ne l'aurait pas compris. Mais au commencement était la vibration. Donc c'est à partir de la vibration que nous pouvons tout faire. Nous-mêmes, nous sommes partis, nous n'existons que par la vibration. Le jour où la vibration s'arrête en l'individu, on dit qu'il est mort. Bon, en réalité, il n'est pas mort. Une partie est partie là, l'autre partie ailleurs. Mais on ne peut pas dire qu'il est mort. Mais il y a eu séparation et immigration de certaines parties. Alors, quels sont les outils pour perfectionner son rêve? C'est la question de Sawadogo Abdul Razak. Il y a un mot, deux mots à déterminer. C'est vouloir, la volonté, et puis c'est réfléchir. Vous savez, on ne sait pas ce que ça veut dire réfléchir. Réfléchir, ça veut dire, bon, j'ai une idée en tête, mais elle n'est pas claire. Alors, je vais la mettre dans la logique de la réflexion. Je vais l'envoyer au soleil. Si tu dis au soleil, essaie de m'éclairer. La vibration, ce que je viens de dire, c'est une vibration. C'est parti, le soleil va réagir. S'il ne réagit pas, montez au ciel. Vous n'allez pas trouver le ciel parce qu'il n'existe pas. Mais allez-y quand même. L'infini finira par vous répondre sous la forme d'une intuition qui vous donne la solution à la question que vous vous posez. Donc si vous avez des blocages pour déterminer votre rêve, utilisez la réflexion. Et il y a aussi quelque chose qui est magique, qui donne toujours des résultats, si on n'arrête pas. C'est la répétition. Si vous répétez ce que vous demandez, inévitablement vous aurez la réponse. La répétition ne manque jamais de donner des résultats. Donc vous avez les moyens là d'améliorer, de perfectionner votre rêve, de le préciser en fait. Vous avez aussi la chose la plus simple, c'est de consulter quelqu'un qui en sait quelque chose et qui peut vous assister. Mais c'est mieux personnellement encore de développer la réflexion et la répétition. Il n'y a rien à faire, tout vous apparaîtra très clair. Une question de devant d'ailleurs parlait de ça aussi en quelque sorte. Vous saurez si vous êtes bien dans votre rêve, si vous avez vraiment touché à votre rêve, parce que quand on a fait ça, on n'a plus de faiblesse. C'est fini. Vous êtes fort et, comment on dit ça, confiant à un degré extrême. Vous ne craignez rien. Parce que vous êtes accroché à quelque chose pour lequel vous savez que la nature va vous accompagner et que vous allez atteindre ça. Donc le rêve, il crée, dès qu'il a réussi, dès qu'on l'a bien réussi, il crée ses effets immédiats. On ne flotte plus, on ne pose plus, et surtout, on n'attend rien des autres.
Or, les humains actuels, bon, ils ne font qu'attendre les autres, ou même ils entreprennent tout, même pour prendre chez d'autres. Donc, Ok, merci. Peut-on être audacieux et avoir de la sagesse en soi? C'est la question de Hubert. mais la première sagesse, c'est peut-être l'une des toutes premières, c'est l'audace. Parce que la sagesse, ce n'est pas le fait d'être modéré, posé, on ne peut plus rien faire. Au contraire, c'est d'être très actif. Mais très actif en construisant bien sa vie et son monde. C'est ça la sagesse. Voilà pourquoi j'ai créé l'école de la sagesse, pour qu'on quitte l'idée de vieux sages. Vieux sage, ça veut dire c'est vieux dépassé. Ce n'est pas du tout ça. C'est au contraire quelqu'un qui construit le monde, mais qui a assez de discernement pour qu'il ne se trompe pas dans la reconstruction qu'il essaie de mettre dans le monde. Donc, si vous voulez reconstruire, il n'y a rien à faire, c'est l'audace qui est l'une des toutes premières qualités. Donc, ça va vraiment ensemble. Il n'y a aucune opposition entre les deux. Merci. C'est Souma qui demande 5 œuvres que vous avez lues, dont il est possible de donner les titres. En fait, des œuvres que vous avez lues, qui vous ont marqué. Voilà. Il n'y a aucune œuvre qui m'a marqué. Mon chemin est le résultat de phénomènes qu'on m'a montrés. Et le premier phénomène qu'on m'a montré, c'est la forêt noire en Allemagne. C'est une montagne. On m'a mis ça vraiment dans la tête. La deuxième chose qu'on m'a montré, c'est l'harmonie. On m'a dit, attention, il faut travailler, il faut traiter de l'harmonie. Et puis, la troisième chose est déterminante. On m'a montré une construction du monde dans laquelle j'avais un rôle. Voilà. Mais aucune œuvre ne m'a engagé dans ça, puisque c'est toutes des œuvres analytiques. Ça ne peut pas être dans ma logique. Et il a aussi demandé que veut dire se lever. Se lever. Que veut dire se lever? Dans les états. Couché, celui qui est couché est mort. Parce que celui qui est mort aussi est couché. Celui qui est assis est malade. Celui qui est debout est désorienté. Celui qui marche, il suit quelqu'un. Donc, l'être humain ne commence à être humain en lui-même que s'il commence à monter. Là, il a vu quelque chose et il a décidé de monter. Ce n'est pas un chemin normal, régulier, donc s'il a pris ça, c'est qu'il a vu quelque chose. Là, il commence à être un individu humain. S'il gagne en connaissance, plus là, il s'élève. Là, c'est vraiment un degré de connaissance assez élevé, assez pertinent. Et enfin, il vole. Là, c'est vraiment quelqu'un qui voit très clair. Il n'a pas besoin de s'appuyer quelque chose pour avancer, pour progresser. Voilà les états que les humains vivent. Maintenant, à partir de là, quel pourcentage d'humains est couché ou assis ou autre chose? En tout cas, à 90%, tout le monde est au stade de debout. Voilà. Donc, alors, la prochaine question, c'est que doit faire un jeune pour réussir sa vie? Cette question de Compaoré Sylvain. Pour réussir sa vie, oui, il faut qu'il rêve. Personne ne réussit sa vie s'il n'a pas rêvé. Personne. Parce qu'il ne vit plus sa vie. Il vit la vie des autres ou d'un autre. On ne vit que par son rêve. C'est-à-dire sortir le plus profond et le plus merveilleux en soi, le voir manifestement et le réaliser. Là, le jeune peut se réaliser. Mais en dessous de ça, non, il sait, comment les Blancs disent là, il s'est assimilé à autre chose. Donc celui qui n'a pas de rêve, qui ne se développe pas à partir de son rêve, s'est écarté de sa vie et vit une autre vie hybride ou moi je ne sais pas quoi, mais en tout cas ce n'est plus sa vie. Vivre sa vie,
c'est vraiment rêver sa vie, telle qu'on la veut, et la réaliser. Et la nature ne rêve que de ça. Avoir des gens qui rêvent, qui leur proposent un plan de vie, un plan d'existence, un plan de devenir. La nature n'attend que ça. Zeba Boubacar veut savoir quelle est la différence entre l'avenir et le destin. Le destin, bon, ce n'est pas tellement la même chose. Hein. L'avenir, je vous ai dit, il y a 3 choses ou 4 choses qui n'appartiennent qu'au Créateur. Si vous voulez, l'avenir, la vérité, la justice. Ces choses-là n'appartiennent qu'au Créateur. Les humains racontent des histoires en disant qu'ils interviennent dans ces choses-là. Le ministère de la Justice, par exemple, n'a jamais rendu de justice. Eux-mêmes le disent, ils rendent le droit. Ils rendent la loi, ils lisent la loi, ils rendent le droit. Ils n'ont jamais dit qu'ils donnent la justice. C'est les ignorants qui pensent que le ministère de la Justice rend la justice. Attention. Maintenant, la vérité, oh là là, personne ne la connaît, il n'y a que le Créateur. Donc, l'avenir, il n'y a que le Créateur qui cerne l'avenir et qui le réalise. C'est le mystère absolu qui le fait. Le destin est une inscription dans un cycle. Le destin du soleil, par exemple, c'est de lever pour nous chaque matin à l'est et de disparaître de notre vue chaque soir à l'ouest. Ça, c'est le destin du soleil. Depuis des milliards d'années, on n'a pas vu faire autre chose. Bon, chacun d'entre nous est inscrit dans un cycle pareil. Nous, par exemple, nous ne mourrons pas. Nous empruntons un cycle. La mort n'existe pas. C'est la disparition qui existe. Nous naissons, nous grandissons, nous déclinons et nous disparaissons. Mais c'est la partie qui peut disparaître qui disparaît. Celle qui ne peut pas disparaître, elle tombe à terre. C'est les morts qu'on enterre. Mais l'autre partie qui était notre vie, elle n'est pas perdue du tout. Elle est rentrée dans un autre plan dans lequel ceux qui sont restés ne peuvent pas le percevoir. Mais beaucoup d'entre nous sont visités par les morts qui viennent leur dire ceci, cela, ça veut dire qu'ils existent. Et ces morts réapparaissent. Donc ils ont une vie terrestre visible, puis une vie nocturne invisible. Personne ne sait à quel moment ils vont réapparaître, mais c'est sûr qu'ils apparaissent. De toute façon, la vie, c'est étincelle du Créateur. Elle ne peut pas mourir. Elle est immortelle, elle est permanente. Tout le monde le dit d'ailleurs. Tout le monde le dit, même si parfois on donne des tournures à son avantage sur cet aspect-là. Mais sinon, la vie ne meurt jamais. Elle réapparaît et c'est ce mouvement d'aller-retour là qui est le destin. Est-ce qu'on peut rêver 2 fois? Pour le rêve de vie, c'est une fois. Maintenant, si à un moment donné, on a rêvé d'avoir une grosse fortune et qu'on a dépassé l'âge où on a la force de la jeunesse, il faut recommencer en faisant quoi? En créant un partenariat avec des gens qui ont encore cet âge-là pour allumer la flamme qui permet de rêver. Donc on modifiera son rêve, mais on peut le faire à tout âge en utilisant le recours à des partenaires. Rien n'est jamais perdu. L'individu seul ne doit jamais dire qu'il ne peut pas. Qu'il ne peut pas, ça veut dire qu'il ne sait même pas qu'il y a d'autres qui peuvent et qui peuvent l'aider. Donc c'est ça, l'humain. Sa petitesse d'esprit va jusqu'à ce niveau-là, mais il faut qu'il change ça. On peut tout, à tout âge. Alors, comment découvre-t-on sa mission de vie, je suppose? D'abord en posant la question. Si on n'a pas posé cette question, on ne peut jamais découvrir sa mission. Mais on se pose, mais quelle est ma mission? Alors, on peut partir pour avoir les réponses de soi-même. Prenez un individu.
il a une énorme tête et un corps vraiment minuscule. Il se pose la question, mais quelle est ma mission? Pourquoi on m'a donné une si grosse tête par rapport au reste de mon corps? Et tout. Et puis il n'a qu'à continuer à se poser la question. Bon, celui qui a fait ça finira par lui répondre. C'est d'abord ça, c'est la reconnaissance qu'on a une configuration particulière qui appelle une responsabilité, une fonction particulière, une mission. Mais on ne se pose pas ces questions-là. On se pose la question, où est-ce que je vais gagner l'argent? Où est-ce que je vais avoir des meilleures conditions de vie? Vous n'aurez pas la réponse à votre mission, parce que vous ne l'effleurez même pas. Donc, comment connaître sa mission? Il faut se poser la question et répéter. On finit toujours par avoir la réponse. Et mettons par exemple que celui qui a posé la question s'appelle comment? Yacouba Ouedraogo. Yacouba Ouedraogo. Yacouba Ouedraogo, vous êtes... par quel nom on vous appelle souvent? Je dis souvent, donnez-moi un seul nom. Yacouba. D'accord, on va voir. Vous allez voir que même par le prénom, on peut savoir ce que vous devez faire. Y, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 5. Vous êtes chargé d'organiser les choses. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, glissez vers le chapitre, la séquence organisation. Ça va marcher. C'est là. J'ai ramené Yacouba, écoutez-moi, j'ai ramené Yacouba à sa vibration naturelle originelle. Et Yacouba en vibration, c'est toujours l'organisation. Et vous pouvez, l'organisation des humains, mais ça peut être l'organisation des animaux, des végétaux, des minéraux, des constructions, surtout des constructions. Mais c'est l'organisation, où que vous soyez, c'est l'organisation qui est votre domaine. Est-ce qu'il est possible de donner plus d'informations sur l'école de la sagesse? Oui, l'école de la sagesse, d'ailleurs, je l'ai étendue maintenant à sa morphologie complète. En fait, les humains ont fait une école et ils ont oublié que s'ils ont fait une école, ce n'est pas eux qui l'ont créée. C'est que la nature aussi a ses écoles à créer. Donc tout ce que l'humain fait, le fait à partir de la nature. Donc la nature a son école, ses écoles que les humains ont négligées au point de créer des écoles artificielles comme celles que nous vivons. Il y a 4 écoles naturelles qui sont basées sur les 4 plus grandes réalités de la vie. La première réalité, c'est la nature. Prenez devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas, il n'y a que la nature à l'infini. Donc ça, c'est une réalité qui dépasse tout. C'est la plus grande réalité. Donc il y a l'école de la nature. L'école de la nature nous apprend quoi? L'infinité. L'humain n'a pas appris l'infinité, voilà pourquoi il s'est, il s'est rabaissé à l'individualité. C'est la disparité, c'est le mouvement, c'est l'alternance. Voilà des notions clés de la vie humaine que la nature nous explique, nous montre, et que nous, on a complètement délaissé. La deuxième grande école, c'est l'identité. Mais tout ce qui existe est distinct d'autres choses. Et comment ça peut être identifié, ou c'est identifiable à quoi? On est identifiable à ces réactions qui nous viennent de la sollicitation des autres. Donc, notre réaction, donc l'identité est portée par notre sensibilité. Donc, on est sensible à ceci, on est identique à ceci. Le phénomène n'est pas connu, si bien qu'on ne définit même pas l'identité. Vous savez, nous sommes tellement curieux que l'identité humaine, la seule chose sur laquelle on parle, c'est l'empreinte digitale. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus idiot que ça? Non. Parce que l'humain n'est pas dans son empreinte. Il est dans
son psychisme, dans sa réaction, dans ses relations avec d'autres. C'est là où l'humain se caractérise. Et ça, on l'oublie totalement parce qu'on n'a pas su que c'est au niveau de la sensibilité qu'il faut mesurer l'identité. Si l'identité existe, ça veut dire que c'est une très grande réalité puisque l'infinité dans l'univers est innommable. Mais c'est valable pour les arbres, pour les animaux, pour les minéraux. C'est chacun sa sensibilité. Et on est identique qu'à sa sensibilité. C'est totalement mis de côté. La troisième grande réalité, c'est la relation. Nous sommes reliés au reste, de proche et de loin, à l'ensemble de l'univers. De proche en proche, de relation en relation, nous sommes un élément relié à tout l'univers. Donc la relation est une notion clé de la vie. J'en profite pour définir la vie, puisque là aussi on ne l'a pas définie. Même la science ne s'est pas permis ça. Alors la vie, c'est une vibration qui se prolonge par des mouvements, à travers lesquels s'effectuent des relations ou par lesquels s'exercent des échanges. Il y a 4 mots pour caractériser la vie. La vibration, le mouvement, la relation et l'échange. Vous arrêtez un seul de ces 4 mots, la vie s'arrête. Donc, voyez-vous. Or, c'est ça, la vie même, notre vie n'existe que par nos relations. Et on ne nous apprend pas. Dans toute l'université que j'ai faite, le seul moment où j'ai entendu parler de relations en rapport avec la vie, mais là c'était en rapport avec le gain, c'est et dans l'économie, où on disait que relations humaines égale ressources humaines. Si vous avez des bonnes relations, vous allez avoir des bons résultats. C'est un moment clé qu'on ne nous apprend pas. Or, tout est là. Et enfin, l'action, le mouvement. Le mouvement aussi de l'univers est perpétuel. Nous aussi, on est en mouvement. Donc, c'est quelque chose qu'on ne doit pas ignorer. Et le mouvement, chez les humains, se traduit par la culture. La culture n'est pas les arts qu'on vous sert ici et qu'on appelle Semaine nationale de la culture. Il n'y a pas un micron de culture dans ce qui se fait à Bobo, au cours de la Semaine nationale de la culture. C'est la Semaine nationale des arts et des spectacles. Comment peut-on créer un ministère entier sur une erreur comme cela? Et ne craignez rien, je le dis ici parce que je l'ai dit au ministre. Je l'ai même dit à 5 ministres de la culture des pays du Sahel. Au point qu'un d'entre eux qui avait bien compris a arrêté la séance et a demandé à faire des photos pour immortaliser ce moment-là. On leur a dit que non, ce que vous faites là, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Donc, la culture, c'est le mouvement. C'est ça même qui caractérise l'humain par rapport à d'autres créatures. Et on ne l'a pas étudié. On ne l'a pas étudié. Donc, l'école de la sagesse s'est enrichie de ses 3 autres camarades. L'école, j'appelle, comment on appelle, les 4 écoles naturelles. Donc, l'école de la sagesse est dans cet ensemble-là. Maintenant, c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est la capacité de modifier, de moduler sa compréhension et son intention de sorte à être en accord avec tout. Au bout du compte, c'est l'accord avec tout pour avoir une bonne relation à partir desquelles on a tous les avantages. Donc, c'est cette capacité de se moduler en intelligence et en action pour être en accord avec presque tout. C'est un art, mais il faut l'apprendre. Au début de l'humanité, certains penseurs avaient mélangé la sagesse et la connaissance. Les deux sont indissociables, un peu comme l'eau et le feu sont indissociables. Pourtant, nous, on les a dissociés, sans gêne. Mais à partir de la Grèce antique, quand la Grèce est finie, on a abandonné la relation entre sagesse et connaissance. Donc, nous sommes restés dans la connaissance simple. Or, la connaissance est un feu. Oui, et la sagesse est de l'eau. Donc, les 2 éléments, un brûlant, un modère, qu'il ne faut jamais dissocier dans l'univers. Et l'Occident ou l'Europe a séparé les deux. Et si vous connaissez bien l'histoire de l'Europe, c'est à partir de ce moment que l'Europe a mis
s'est installé dans une civilisation des guerres. Et jusqu'à présent, ils y sont parce que tant que les deux seront séparés, l'humain ne peut pas être autre chose qu'un être agressif et en guerre. Jusqu'à présent, les Occidentaux ne l'ont pas compris. Donc, toujours, la sagesse est juste une expression chez eux, mais pas un concept qui doit retrouver sa place. La prochaine question, c'est... Il y a énormément de coachs qui se disent des coachs de développement personnel. Qu'est-ce que le docteur Lee pense de tous ces coachs? C'est quoi? Des coachs de développement personnel. C'est des Américains. Oui, il y a dans notre pays des... Ça vient des Américains de tous les cas. Absolument, oui. Ah ouais. L'Europe n'a pas entré beaucoup dans ça, c'est les Américains. Les Américains, c'est des fous. Ah ouais. Il n'y a qu'une seule chose qui les intéresse, se développer pour avoir de l'argent. D'accord. Ils n'ont pas autre chose. Donc, c'est vraiment pas la peine de se lancer dans cette logique. Surtout qu'elle n'est que rationnelle. Vous savez, j'ai oublié de parler de l'école actuelle. Vous savez qu'elle est rationnelle, elle s'arrête à la raison. C'est Aristote qui a dit que le monde est hiérarchisé et sous l'emprise de la pensée, c'est-à-dire de la raison. C'est lui qui a créé le raisonnement. Or, le raisonnement n'intervient qu'au niveau du cerveau. La partie supérieure de l'esprit n'est pas du tout incluse dans le raisonnement. Donc, c'est l'humain amputé qui est dans la logique du raisonnement. Et toute notre école est basée sur le raisonnement. Pire, il y a Descartes qui a introduit autre chose, qui a donné maintenant l'analyse. Lui, il disait que pour comprendre un phénomène, il faut le diviser en autant de parties qu'il est composé. S'il y a bien une stupidité immortelle, c'est bien celle-là. Parce que si vous décomposez un phénomène en autant de parties qu'il est composé, vous ne pourrez plus jamais le comprendre puisqu'il n'existe plus. Les parties sont séparées, disparaissent, ils ne fonctionnent plus. Je disais tout à l'heure à quelqu'un, prenez les briques, les fers et autres qui permettent de construire une maison, mais vous ne les avez pas mélangés, composés, agglomérés ou quoi. Ça ne fait pas une maison. Donc ça ne remplit pas du tout la fonction d'une maison. Donc on ne peut jamais comprendre un phénomène qu'on a décomposé. Nous sommes en plein dans la logique du raisonnement, limitation à l'intellect et de l'analyse, déstructuration des choses. Donc la meilleure façon de ne jamais comprendre notre monde, c'est ces deux éléments-là. Nous sommes en plein dedans. Rassurez-vous, je connais notre école là pour l'avoir faite aussi, à son degré suprême même. Donc, on est vraiment dans l'égarement. Maintenant, on est tellement avancé qu'on ne sait pas comment faire. Si la nature, elle a réagi, elle a commencé à réagir. Vous savez, dans 10 ans, il y aura un phénomène pire que le coronavirus. C'est garanti. Et 10 ou 20 ans après, il y aura un autre phénomène plus terrible encore. Et en moins d'un siècle, les 7 ou 10 milliards que nous serons vont être ramenés à 1 milliard ou à 100 millions. Imaginez-vous qu'une seule erreur d'un produit chimique peut rendre l'air irrespirable sur toute la planète Terre. Une seule petite erreur. Et puis donc, ce n'est pas difficile de tuer en une seconde 6 ou 7 milliards d'humains. Ce n'est pas difficile. Il suffit. Une seule molécule, vous l'enlevez et vous la mettez dans l'atmosphère, elle transforme l'atmosphère entière, le rendant irrespirable. Nous sommes à ce degré actuel de la connaissance scientifique. Donc un fou aura accès à ça, il peut faire ce qu'il veut. Donc, mettez-vous dans la logique d'une catastrophe possible. De toute façon, ce n'est pas grave, puisque quand on est mort, on ne se rend pas compte des dégâts. Donc, ouais. Alors, la dernière question, est-ce que le docteur a écrit, est-ce qu'il a des documents disponibles?
Avant de répondre à ça, je voulais dire quelque chose sur... Oui, d'accord. Bon, la question, c'est comment circonscrire ses rêves. Peut-être qu'il peut donner une réponse avant qu'on passe à l'autre question. De toutes les façons, il faut réfléchir en ayant la plus grande audace et répéter cela. Il n'y a rien à faire, les choses vous seront données. La répétition ne rate jamais son coup. Donc si vous n'avez pas eu un résultat intellectuel ou spirituel, c'est que vous n'avez pas suffisamment répété. Je disais d'ailleurs que notre enseignement est tellement bête que les enseignants déclarent que les élèves ont échoué. Alors que c'est tout juste le contraire. C'est les enseignants qui ont échoué de découvrir l'intelligence de l'élève. C'est tout. Vous voyez comment c'est bizarre? Parce qu'il n'y a pas un seul individu qui n'est pas intelligent. Mais son intelligence se manifeste dans un terreau précis. Et les enseignants ne le savent même pas. Vous savez, il y a 4 terreaux. Le terreau matériel, émotionnel, intellectuel et spirituel. L'intelligence est la même pour tout le monde. Et notre école ne travaille qu'avec le terreau intellectuel. Voilà pourquoi 75% des gens échouent au bout du compte. Parce qu'on n'a pas travaillé avec leur terreau. Donc, ils ne peuvent pas, leur intelligence a un développement nain, ils s'en sortent pas. Donc, c'est ça aussi notre problème. Et la dernière question, c'était... Les documents que vous avez écrits. Est-ce que vous avez écrit les documents? Est-ce que vous avez écrit, publié des documents? J'ai énormément écrit. Mais vous savez, jusqu'à pas longtemps encore, jusqu'à cette année, jusqu'en janvier, j'avais toujours peur que si je publiais les livres que j'ai écrits, j'allais être éliminé au bout d'une semaine. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Je remettrais tellement de choses en cause avec une telle pertinence que tous ceux qui vivent là-dessus vont s'accorder pour m'éliminer. Donc, jusqu'en janvier passé, j'étais craintif de ça. Hein? Non, les peuls ont peur du mort, pas de la mort. Pourquoi ça a cessé à partir de janvier? En janvier, brusquement, quelque chose m'est tombé sur la tête. En un rien de temps, je ne pouvais plus me mettre debout, marcher, faire ce que je voulais. J'ai eu avant ça un manque d'appétit total et une constipation totale. Et ça s'est terminé par mon effondrement, totalement à terre. Il a fallu que quelqu'un me soutienne pour tout ce que je devais faire pendant 3 jours, en tout cas, et 3 nuits. Et puis, je me suis rendu compte que je pouvais mourir maintenant sans problème. Donc, j'ai dit, bon, maintenant, je vais publier. Malheureusement, entre-temps, mes yeux ne voient plus bien. Donc, j'étais désespéré. J'ai engagé une secrétaire pour lui dicter ce que je voulais, pour écrire certains livres, compléter d'autres. Au bout d'1 mois, la secrétaire a disparu. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas retrouvée, je ne sais pas où elle est. Okay. Alors, je me suis rappelé que... Silence, s'il vous plaît. Alors, je me suis rappelé qu'il y a une dizaine d'années, j'ai employé une Camerounaise là-bas, et un jour, elle a fait ses bagages et partir immédiatement en disant qu'elle va partir parce qu'elle ne veut pas se faire assassiner ici. Si vous lisez certaines parties de ce que j'ai dans la tête, vraiment, vous allez avoir peur. C'est un autre monde. Nous ne sommes pas dans le monde vrai. Nous sommes dans le monde des dominations et des convoitises. Ils sont obligés d'utiliser le mensonge pour maintenir les choses. Vous le savez d'ailleurs, les hommes politiques, quel est celui qui dit la vérité? Alors si la tête ne dit pas la vérité, qu'est-ce que le corps peut être? Il est loin de la vérité. Nos écoles ne nous disent pas la vérité. L'exemple le plus bête, c'est 1 + 1 = 2.
Ça n'a jamais existé 1 plus 1 donner 2. Ça n'a jamais existé. 1 plus 1, ça donne 1. Parce que l'addition ramène tout à l'unité. Et ça fait des milliers d'années que nous apprenons ça, nous répétons ça, nous y croyons même. Donc, voyez-vous qu'on ne dit pas la vérité. Mais on est obligé de travailler avec. Donc, j'ai énormément écrit. J'ai montré à mes enfants la pile de ce que j'ai écrit. Je dis, si je disparais brusquement, ils n'ont qu'à se débrouiller avec. Parce que... Est-ce qu'il y a des livres disponibles quelque part sur le marché qui peuvent chercher, acheter? J'ai commencé. J'ai écrit 2 petits livres. Un, ça s'appelle Le mariage tel qu'il faudrait le comprendre. Et le deuxième, c'est La culture, cette mal connue qui est mal valorisée. Le premier jeu qui est arrivé, on m'a dit que pour avoir un deuxième jeu, il faut que je paye de l'argent. C'est en tout cas au-delà de 3 millions. Je ne suis pas un pays bobo pour vendre soit les bovins des bobos, soit les bobos, pour pouvoir avoir une telle somme d'argent. Donc, j'ai arrêté en attendant. D'accord. Bon. Alors, en guise de conclusion, Dr Ly, qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse de Bobo? La jeunesse de Bobo, si elle se définit comme la jeunesse de Bobo, il faut savoir qu'est-ce que Bobo est responsable de quoi dans le Burkina et dans l'univers. Vous savez, je suis parti m'installer à Dori, ce n'est pas pour rien. C'est parce que Dori était chargé de quelque chose que je suis parti là-bas. Donc Bobo est chargé de quelque chose. Quel est le Bobolais qui sait ça? Est-ce qu'il y a un seul Bobolais qui s'est posé cette question? Non. Mais comment vous pouvez être sur une terre sans savoir de quoi elle est responsable, de quoi elle est chargée? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est la première des questions. Alors, voilà, c'est pour le poser. C'est quand vous savez ce qu'il faut faire à Bobo, parce que Bobo est chargé de ça, que vous devez faire dans ce que Bobo doit faire. Quelle est votre place aussi? Qu'est-ce que dans ça vous êtes chargé de faire? Les humains de Bobo. Et ensuite, maintenant, vous redescendez dans les humains de Bobo, étant donné que les humains de Bobo sont chargés de ça, qu'est-ce que la jeunesse est chargée de faire? Par exemple, Bobo, je n'ai rien étudié de ça, mais j'imagine que Bobo a une résonance très grande dans les actions culturelles et autres. Ça peut aller très vite, comme un feu de brousse, dans certaines activités qui naîtraient à Bobo. C'est un peu comme un sol. Est-ce que ça donne bien avec le maïs ou avec le riz ou avec les arachides? C'est aussi simple que ça. Dans le domaine psychique, social, évolutif des humains, qu'est-ce que Bobo porte? Alors, c'est d'abord ça. Bobo, vous voulez que je vous dise ce que Bobo est? Bobo, on dit comme un Bobo ou Bobo Dioulasso? Bobo Dioulasso. Mais ce que je dis souvent, c'est quoi? C'est Bobo Dioulasso. Bobo. Non, c'est Bobo Dioulasso. Bobo. Bobo, c'est... Ça, c'est 8 et 8. Ça fait... Ouh! Si on s'en tient à Bobo seulement, Bobo est chargé de perfectionner et de raffiner les choses. Oui? Si on s'en tient à Bobo seulement, au niveau du Burkina, Bobo devait être chargé de perfectionner et affiner. Voilà. Déjà, vous voyez, c'est pour vous une découverte. Et c'est à partir de là maintenant que qu'est-ce que les Bobos font, dans quel domaine ils peuvent affiner le plus les choses. Donc, ce n'est que des petits calculs comme ça qui vous permettent de savoir tout de suite ce que Bobo doit faire. Et à partir de ce moment, qu'est-ce que les Bobolais peuvent faire? Et à partir de ça aussi, qu'est-ce que les jeunes de Bobo peuvent faire? Et ça va très vite quand vous avez fait ces calculs et vu avec netteté ce que vous devez faire. Ça va très vite. Mais pour ça, il faut ramener les choses à leur vibration. Ça, c'est Bobo que j'ai dit. Bobo Dioulasso, je ne sais pas, je n'ai pas calculé. Dioulasso, ça fait quoi?
3, 4, 5, 7 et 6. 13, 6, 7 et 6, ça fait quoi? 13. 13, ça fait 4. Bon, Bobo, ce n'est pas fait pour les affaires intellectuelles, mais pour les affaires concrètes. Djoulasso, attends, Djoulasso, 4 et 7, 11, ça fait 2. Ça apparaît. Pour le Burkina, Bobo devrait reprendre le concept burkinabé, le portrait aussi loin que possible, même bien au-delà de la terre. Mais en tout cas, la terre entière doit connaître et ouais, le concept Burkina Faso par le Bobo, par les Bobolais. Là, ça peut aller très vite. Le Burkina, par exemple, a même besoin de ça. On a un déficit de majesté ou de comment on appelle au Burkina. Les Bobolais peuvent modifier ça fortement. On a un concept de manque de prestige ou d'insuffisance ou de faible prestige. Les Bobolos peuvent changer ça rapidement. Mais entre nous, les Bobolos, pour ça, il faut qu'ils abandonnent les cabarets et les carités. Merci. Ça va être dur. Merci. Merci donc, Dr Ly. Nous sommes donc, chers amis, au terme de notre conférence avec le Dr Ly. Il n'aime pas qu'on applaudisse parce que ça perturbe l'ambiance, l'atmosphère. Merci d'avoir perturbé l'atmosphère. Alors, nous sommes donc au terme de la conférence de Bobo. Je voulais donc, à votre nom à tous, remercier le docteur Ly, qui vient directement de Dori pour cette conférence, pour tenir en haleine les jeunes de Bobo, parce que aussi vous l'avez demandé, parce que vous avez souhaité avoir docteur Ly, African Golden l'a fait. Donc, un banc pour African Golden. Le président a dit, chaque fois que les Bobolais vont solliciter African Golden pour développer des thématiques qui peuvent donner un plus à la jeunesse, African Golden sera là. Un banc pour vous-même. Alors, cette conférence est terminée. Je vais donc passer la parole donc, au président qui va conclure la soirée. Merci Thierry. Merci à toutes et à tous de nous avoir reçus ici ce soir. Merci d'être venus. African Golden est heureuse d'être ici avec vous. J'aimerais présenter le noyau dur qui a travaillé à ce que cette conférence ait lieu. Je veux demander à la seule femme en fait, du groupe d'hommes, Bintou Diallo, de se lever. Elle est membre fondatrice d'African Golden, vice-présidente. Je vous demande de l'ovationner. À la droite de Bintou, non, à l'extrême droite, l'autre, nous on ne le connaît pas. Saré Issoufou, vice-président également, membre fondateur d'African Golden. Et puis certainement au fond dans la salle là-bas, j'ai Eric Zongo. Eric, voilà, membre fondateur d'African Golden. Et puis vous avez Thierry Milogo, ici présent, membre fondateur d'African Golden également. Je vais remercier ici à Bobo le réseau des jeunes filles leaders, Madame Diko, qui nous accueille avec son réseau, Emeraude, l'association Emeraude, les étudiants de Naziboni. Je sais aussi qu'il y a eu des étudiants de IAM, Bobo, qui nous ont soutenus et qui nous ont accompagnés. Je remercie la télévision BF1 pour les efforts d'accompagnement depuis d'ailleurs la création d'African Golden. Et je remercie également le docteur Ly. Nous avons pris un plaisir pour organiser cette conférence avec pas mal de changements. Il a fait Dori, Ouaga hier dans une voiture
qui est tombé en panne et qui n'avait pas de climatisation à 40 km de Dori, je crois. Et ils ont démarré à Dori hier à 9h, 10h. Et c'est autour de 17h, 18h qu'ils sont arrivés à Ouagadougou. Et après, il m'a même dit, je vous fais la confidence, on dit que le Peul n'a pas peur de la mort, mais ce n'est pas vrai. Il m'a dit, j'ai failli mourir. Et donc, parce qu'il était vraiment épuisé et fatigué. Et puis ce matin, on a démarré à 8h pour être ici avec vous. Et demain matin également, on démarre pour arriver à Ouaga. Il insiste pour continuer jusqu'à Dori, mais je pense que le seul bobo du groupe ne va pas accepter qu'il fasse ce challenge-là. Donc voilà. Merci à vous. Et puis les prochaines fois, on sera encore avec vous. Si vous avez des idées de conférenciers, dites-nous. Et puis on s'organise pour que ces conférenciers viennent. Et nos conférences sont gratuites, comme je dis. Même quel que soit ce que ça nous coûte, on essaie toujours de faire ça gratuitement. Prochain conférencier est Massamba Gueye du Sénégal, certainement en juin à Ouagadougou. Et puis on essaiera de revenir à Bobo, soit avec Fatou Diom ou encore avec Assa Alfo de Magic System. Ou encore. Voilà, la liste est longue, les tractations se poursuivent et dès qu'on a quelqu'un, on revient vous voir ici à Bobo. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. African Golden, parce que l'Afrique est riche de ses talents et de ses compétences.